Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de La Voix de la Diversité, le balado de Francophonie sans frontières. Voici donc notre rentrée radiophonique, l'occasion de nous représenter et de vous partager quelques nouveautés. Du côté de ceux qui ne changent pas, La Voix de la Diversité est une des émissions produites par Francophonie sans frontières, FSF. Notre raison d'être, ensemble, créons des liens durables pour la francophonie. Et pour ce faire, toutes les 2 semaines, je vous donne rendez-vous avec mes co-animatrices, nos chroniqueuses et chroniqueurs, pour partir à la découverte de celles et ceux qui font vivre la francophonie dans toute sa diversité partout dans le monde. Il peut d'ailleurs s'agir de correspondantes ou de correspondants de Francophonie sans frontières, mais pas seulement. Au rayon des nouveautés, nous allons mettre l'accent sur d'autres émissions produites par notre équipe, dont les grands entretiens avec ma collègue et réalisatrice de cette émission, Sophie Hamel Dufour. Nous vous en avions parlé lors d'une précédente émission. Les premiers épisodes de notre série consacrée à Léopold Sédar Senghor sont en ligne. Merci à Anthony Glaise pour la qualité de son travail de recherche et d'écriture. Je vous invite chaudement à aller consulter cela en balado-diffusion, car oui, vous pouvez désormais nous retrouver sur vos plateformes préférées de podcast de balado-diffusion. Je suis Thibaut Temerman et je vous parle depuis Montréal. Et pour cette première émission de la saison consacrée à la francophonie en Suède, je suis accompagné par Mélissa Serrano. Bonjour Mélissa. Bonjour Thibaut. Et nous aurons par ailleurs le plaisir de recevoir Guillaume Lefebvre, président du conseil du lycée français de Stockholm, ainsi que notre correspondante en Suède, Marie Bruno, elle aussi depuis Stockholm. Nous allons souhaiter la bienvenue à nos deux invités. Donc bonjour Madame Bruno, bonjour Monsieur Lefebvre. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir dans votre émission. Alors nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour commencer cette deuxième saison de La Voix de la Diversité. Alors tout de suite une première question qui s'adresse à l'un ou l'autre ou bien aux deux, libre à vous de répondre. J'aimerais savoir si vous pouviez nous dresser un bref portrait historique et actuel de l'ancrage francophone en Suède. Si vous le souhaitez, je me propose de répondre à cette question, de vous donner des éléments de réponse à cette question. L'ancrage francophone en Suède, il est assez ancien, mais il est finalement historiquement assez commun. C'est-à-dire qu'il répond à l'ancrage francophone dans les 17e, 18e siècles, qui était extrêmement ancré un peu partout en Europe et pas seulement en Suède. Vous avez pas mal d'exemples avec Descartes, avec Voltaire, etc. Et beaucoup de cours un peu partout en Europe qui parlent le français. Et la cour royale de Suède n'y échappe pas. Et puis ensuite, sans en faire un long développement, il s'est encore renforcé au début du 19e siècle, au moment des campagnes napoléoniennes, parce que Napoléon, au gré d'une conquête, a mis sur le trône de Suède un de ses généraux, qui était le général Bernadotte, dans les années 1803-1810 environ. Et puis, parfois, vous savez, la grande histoire rencontre des petites histoires. Il s'avère que le monarque qui dirigeait la Suède à l'époque n'avait pas de descendants. Et puis, au gré de pas mal de circonvolutions, vous savez que Napoléon a eu un destin fatal, mais son général, finalement, a fait alliance avec ces maudits Anglais, etc. Et puis contre la France, mais finalement est resté sur le trône de Suède. D'abord parce qu'il était du côté des vainqueurs, et puis d'autre part parce que lui avait des descendants.
Donc, vous avez cet ancrage, ce second ancrage qui a perduré en Suède au travers de la famille royale de Suède, la famille des Bernadotte. Et c'est ce qui explique notamment que dans cette langue, qui est plutôt une langue saxonne que francophone ou latine, vous avez beaucoup de noms à connotation française. Et c'est peut-être une historiette que je vous raconte, c'est peut-être une spéculation de ma part, mais vous avez beaucoup de mots tels que restaurant. Il faut savoir que Bernadotte, il était du sud-ouest de la France, et dans le sud-ouest de la France, on dit un restaurant, on dit un estomac, et donc vous avez restaurant, vous avez toilette, vous avez garde-robe, etc. Et toute une floraison comme ça de mots français qui servent aux pauvres expatriés que vous êtes dans ce pays anglo-saxon pour avoir quelques repères, parce que finalement, un restaurant, une garde-robe et des toilettes, c'est bien utile dans la vie. Et 200 ans après, je comprends que le niveau d'attractivité de la langue française en Suède est encore, présent et donc je veux savoir comment cet intérêt est, maintenu, auprès de la population suédoise. Je pense que ça passe notamment, par, l'enseignement et vous-même, Marie Bruno, vous êtes enseignante de langue française à l'université. Oui, absolument, Thibaut. Effectivement, on a à peu près 8% de francophones, enfin de personnes qui apprennent le français, hein, donc qui font le choix d'apprendre le français, un peu comme dans les pays voisins. Hein, c'est la même chose en Finlande et au Danemark. Donc oui, il y a une volonté effectivement d'apprendre le français qui est assez marquée, même si effectivement depuis les années 80, ça quand même la langue française a un peu décliné. Néanmoins, ça reste un intérêt pour certains élèves, certains étudiants notamment, qu'on trouve en université. Donc voilà. Et puis cet intérêt pour le français, il est animé aussi par plusieurs manifestations, notamment qui sont données par la présence française, notamment le réseau des alliances françaises, par exemple, sur tout le territoire suédois, par la présence de l'Institut français en Suède, par des manifestations telles que le concours de la francophonie, les Olympiades de langue. Voilà. Donc, il continue à y avoir cette émulsion pour le français, néanmoins, malgré le déclin un peu de cet apprentissage du français qu'a connu la Suède dans les années 80. Et voilà, et qui a laissé place plutôt à l'apprentissage de l'espagnol comme langue de vacances notamment, donc qui était choisi par les élèves suédois parce qu'ils partaient en vacances au soleil en Espagne. Voilà. Voilà. Et quelles seraient des façons ou quelles façons ont été utilisées déjà pour redonner ce goût du français et lui faire peut-être retrouver une place importante au sein de la communauté étudiante en Suède? Alors, si vous le permettez, sur cette question, c'est moi qui vais intervenir. D'abord, pour corroborer les propos de Marie, oui, effectivement, il y a une désaffection progressive pour le français et les gens qui parlent couramment le français en Suède sont plutôt des gens qui sont au-delà de 60-70 ans. Et puis, il y a un étiolement de la pratique du français, bien entendu au bénéfice de l'anglais en particulier. Et puis, il y a eu effectivement comment dire, oui, une forme d'étiolement au fil des années. Alors, quand vous dites que serait, moi, je vais vous dire quelle est la manière de relancer ça. Et tout à l'heure, on parlait de floraison, de faire refleurir ce jardin du français en Suède. Il y a une initiative qui a été prise par l'Institut français de Suède, qui nous y a gentiment associés, des personnes telles que Marie, telles que moi-même, notamment pour procéder à une résurrection du français sur le terrain. Il faut savoir qu'en Suède, tout le monde est naturellement nativement suédois, quasi nativement anglophone, 85% de la population parle un anglais courant, parfait, et que l'apprentissage d'une troisième langue, même s'il est encouragé par la communauté européenne, n'est pas obligatoire. Et du coup, à partir du moment où c'est pas obligatoire, il faut trouver d'autres leviers pour donner envie d'apprendre le français.
Pour cette résurrection du français, on est parti du terrain, puisqu'il n'y a rien d'obligatoire du central, on est parti du terrain. On a mis à disposition, avec des dons d'entreprises privées, donc clairement celle que je représente, le groupe Crédit Agricole, pour acheter des livres rénovés d'apprentissage du français depuis la petite enfance, les classes intermédiaires jusqu'au baccalauréat. Et ces livres, on les a mis à disposition progressive des professeurs de français gratuitement pour encourager un apprentissage du français sur le terrain. Et puis, progressivement, il y a quelque chose qui procède un petit peu du téléthon dans ce que je vous dis. Avec de l'argent, on a commencé à élargir le cercle, cette fois-ci en formant des nouveaux professeurs de français et en commençant à faire tâche d'huile. Moi, il me plaît, puisque je suis plutôt un entrepreneur et ça ne vous a pas échappé, en plus je suis un banquier, il me plaît avoir dans ce projet un projet de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que c'est pas un projet qui est fait pour gagner de l'argent, c'est un projet un peu prosélyte pour gagner des voix du français avec un effet de traînée dans la durée parce que ces jeunes d'aujourd'hui vont devenir des adultes de demain et puis ils pourront être des locuteurs français, certes en Suède, mais aussi trouver à exercer leur sagacité, leur professionnalisme dans des entreprises suédoises en France ou dans des entreprises suédoises peut-être au Canada en particulier parce qu'il y en a beaucoup. Donc en gros, vous avez là, et je ne vais pas vous parler de grands chiffres, mais c'est déjà en plusieurs centaines, voire un petit millier de nouveaux jeunes locuteurs français qui se sont mis au français depuis 5 ou 6 ans. Et progressivement, vous savez, les petites rivières faisant les grands fleuves, la pelote se noue et le français est en train de ressurgir en Suède. Ben, bravo pour cette contribution. Et si l'on se tourne cette fois du côté des professeurs et puis de vous, Marie-Bruno, qu'est-ce qui, par exemple, vous a donné envie de devenir enseignante de français en Suède, précisément? Et par ailleurs, qu'est-ce qui attire vos étudiants vers l'apprentissage de la langue française? Alors, la Suède, c'est un peu, voilà, c'est un peu le fruit du hasard. J'ai vécu pendant très longtemps en Afrique et nous sommes arrivés en Suède pour le travail de mon mari. J'étais professeur déjà auparavant, donc sur le territoire africain, dans l'océan Indien. J'ai été aussi journaliste, donc c'est l'amour de la langue française, bien évidemment, de l'écriture, l'amour des mots, qui m'amène à travailler sur le français et à partager cet amour justement de la langue française. Donc je suis ravie de pouvoir le faire ici, en Suède. Euh, Ce que je trouve très intéressant dans le projet, notamment soutenu par Guillaume, c'est cette diffusion du français dans les établissements suédois, c'est que ça permet de diffuser le français avec des manuels modernes, voilà. Et cette modernité sort un peu des clichés véhiculés sur les Français en Suède. Donc ça, c'est un aspect très important et très intéressant. Je pense que ce qui est intéressant aussi pour nos élèves, pour nos étudiants, c'est de voir comment est diffusée en fait la culture française à travers la francophonie. Voilà. Par exemple, on peut aussi faire des cours sur des expressions idiomatiques françaises et francophones qui sont très importantes et qui véhiculent donc la culture française, mais pas seulement, qui tissent des liens avec les autres cultures justement, notamment en Afrique subsaharienne ou d'autres pays d'ailleurs. Donc voilà. Donc je pense que ce qui intéresse nos élèves, c'est cet aspect du français, donc qui leur permet d'échanger effectivement avec la France, hein, mais aussi avec d'autres pays francophones, notamment où ils sont amenés à partir travailler. Donc, ou au Canada, par exemple, effectivement, enfin au Québec. Donc, c'est ça qui les intéresse, c'est cette ouverture que permet la francophonie, en fait, cette diversité de la langue française.
Merci. Il est tout à fait intéressant de constater, de se rappeler que la langue française permet une ouverture et une découverte de différents univers francophones et pas que celui de la France. Et c'est là toute la richesse de la francophonie. D'ailleurs, la prochaine question que j'aimerais vous poser à tous les deux est la suivante. Considérez-vous qu'il existe en Suède une culture francophone dynamique, que ce soit à travers des lieux, à travers des réseaux, des événements ou tout autre type d'initiative et d'organisation? Je dirais oui, mais je vais avoir un propos nuancé. Je pense qu'il y a une culture francophone, mais comme c'est le propre d'une culture, c'est que ce qui différencie la culture de la nature, c'est qu'elle n'est pas automatique. Elle nécessite, tout à l'heure j'ai pris la métaphore du jardin, elle nécessite un entretien. Et que cette culture francophone à laquelle vous faites référence n'est plus un automatisme ancré comme elle l'était au XVIIe et au XVIIIe siècle. Cette culture francophone existe. Elle peut sembler discrète en nombre, mais finalement flamboyante en qualité. Elle est très, très nourrie, comme le disait Marie, par les alliances françaises, par l'Institut français de Suède, qui la promeut, mais non seulement par la langue, mais aussi comme vous le dites fort bien, au-delà de la langue, il y a aussi la culture francophone, par des films francophones, par des expositions francophones, et puis avec une grande diversité sur ce fil conducteur qu'est la francophonie. J'en veux pour référence une très belle conférence que nous avons eue d'un auteur libanais qui s'appelle Alexandre Najar, que moi j'admire par ailleurs, qui a été extraordinaire. Ça, ce sont des traces de la culture francophone. Et puis, si vous me permettez encore un court développement pour, au-delà de ce que nous travaillons depuis quelques années, mais aussi pour donner une perspective. Quand je vous disais tout à l'heure, ces jeunes enfants deviennent des jeunes adultes et puis ils vont devenir des adultes. Je pense aussi que en rentrant notamment ou en faisant leur scolarité dans un lycée francophone, tel que celui que je représente par exemple, ils acquièrent aussi des codes francophones, des codes culturels, comme vous le dites, et que le français, eh bien, c'est pas seulement une langue qui est en concurrence sur la littérature, sur l'amour, etc. C'est aussi une langue, si vous me passez l'anglicisme cette fois-ci, du business, et qui est un je ne sais quoi, comme un art de faire des affaires à la française, et que c'est pas les lieux dans le monde qui manquent de développement pour faire des affaires à la française quand on est un francophone, quitte à ce que ce soit votre deuxième ou votre troisième langue. Et il y a ce continent africain d'1,5 milliard de locuteurs français qui a un formidable potentiel d'investissement et de développement, et je le dis pas de manière mercantile, où le français est très ancré. Et je pense que pour ces jeunes Suédois qui représentent un pays qui exporte 50% de sa production et qui implante des usines un peu partout dans le monde, être doté de ce viatique qu'est le français pour s'impliquer dans les affaires, c'est un atout non négligeable. Et même question pour vous, Marie Bruno. Donc, finalement, dans quel lieu, dans quel contexte la présence francophone, francophile se trouve-t-elle en Suède? D'ailleurs, est-ce que c'est purement à Stockholm, la capitale, ou est-ce qu'on retrouve ce contexte francophone, francophile dans d'autres villes suédoises, selon vous? Donc comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, on retrouve ce contexte francophone dans d'autres villes, grâce au réseau des alliances françaises. Il y a aussi des écoles, bien entendu, qui permettent de diffuser la culture française sur le territoire suédois, et tout ce réseau d'enseignants de français qui est quand même assez important. Sachant que la Suède a quand même une politique plurilinguiste assez importante aussi, hein. Même si effectivement, les langues sont pas obligatoires, à part l'anglais, et le suédois bien entendu. Donc on retrouve cette diffusion à travers le territoire suédois. On la retrouve aussi, grâce aux échanges qu'il y a aussi avec les étudiants suédois. Il y a de plus en plus d'échanges avec les universités suédoises, donc et
de Français qui viennent ici dans les universités suédoises, mais aussi d'étudiants suédois qui partent en France. Il y a notamment un programme d'échange qui a été mis en place, je sais pas, je crois que c'était en 1988, 1 an en France pour les lycéens suédois qui veulent vivre 1 année en France, donc là où ils découvrent la culture française. Et tout ça, ce sont des étudiants qui poursuivent le français en université et ensuite qui vont travailler dans des entreprises françaises en Suède ou ailleurs. Donc cet échange, il est nourri de la francophonie, la francophilie est nourrie de ces échanges en fait, de ces échanges d'étudiants, d'élèves et donc de la diffusion de la culture par le réseau d'Alliance et les enseignants de français. Pour, conclure, peut-être, ce que l'on comprend aussi, c'est que, cette, francophilie, en Suède, c'est pas nécessairement, le fait de réseaux et puis juste de liens entre la France et la Suède. C'est aussi la francophonie vraiment au sens le plus large et en quelques mots peut-être, vraiment très rapide, heu, comment envisagez-vous l'avenir, du français et de ces liens entre, la Suède et la francophonie? Moi, j'aimerais bien intervenir sur cette question puisque vous m'y invitez. S'il vous plaît. Je reviens, Thibaut, sur rien n'est naturel, c'est pas non plus un combat. Je crois beaucoup dans cette initiative à laquelle je faisais référence tout à l'heure, en la qualifiant d'entreprise de la sphère économique et sociale et culturelle d'une certaine manière. Et finalement, je crois que on ne combat pas contre les autres, on promeut le français pour le faire découvrir aux autres. Certes, il faut de l'argent, hein, mais il faut beaucoup de cœur. Et si vous me permettez de citer un auteur francophone qui m'est très cher, qui s'appelle G. de La Tour, qui dit finalement ce qui compte, c'est d'associer le geste du professionnel au cœur de l'amateur. Et finalement, l'amateur, c'est qui? Ça vient de la racine amat, c'est qui aime. Donc ce de La Tour, finalement, quand il nous dit associer le geste du professionnel au cœur de l'amateur, c'est ce temps long qui progressivement fera que les nouveaux locuteurs d'aujourd'hui deviendront des adultes demain et qu'eux-mêmes on aura recréé un geste, rejardiné notre francophonie en Suède et puis qu'elle se diffusera vers l'extérieur de la Suède, mais qu'elle accueillera aussi, j'ai fait référence à cet auteur libanais Alexandre Najar, mais beaucoup d'autres qui, eux, viennent aussi découvrir la Suède où on parle d'ores et déjà et on reparlera plus encore demain le français. Et puisque l'on a cité, à 2 reprises le Canada, sachez que les, Suédois, les Suédoises sont évidemment les bienvenus ici de l'autre côté, de l'Atlantique. Merci beaucoup d'avoir partagé, votre, amour et plaisir, de partager la langue française donc, en Suède. Je rappelle, Guillaume Lefebvre, vous êtes président du conseil du lycée français de Stockholm et vous, Marie Bruno, enseignante de français à l'université et par ailleurs notre correspondante de Francophonie sans frontières en Suède. Merci à vous 2. Merci à vous deux. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci. Et c'est ainsi que se conclut ce premier épisode de la 2e saison de La Voix de la diversité. Merci pour votre fidélité, vous qui nous écoutez aux 4 coins de la francophonie. Merci de vous abonner à notre balado pour ne manquer aucun épisode, nous laisser une note ou un gentil commentaire, cela nous encourage beaucoup. À l'animation, Thibaut Temerman et Mélissa Serrano. Merci également à nos invités, Guillaume Lefebvre et Marie Bruno à Stockholm en Suède. Musique originale Florent Cheminal, réalisation Sophie Hamel Dufour, une production Radio Francophonie sans frontières, FSF 2021. Pour nous rejoindre, voici notre adresse courriel radio.franco-sans-frontières, frontières au pluriel, @gmail.com. Nous vous disons à la prochaine, portez-vous bien.